Bien, bah, écoutez, je vous propose de démarrer ce jeudi de la fibre, qui sera le dernier de l'année 2022, malheureusement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme l'horaire est assez serré, eh bien, on va démarrer rapidement. Et nous allons commencer par un mot de notre président, Richard Topper. Donc, Richard, je te passe la parole. Merci Philippe. Bonjour à tous dans cette matinée fraîche. Déjà, je suis ravi de vous accueillir dans cette salle. Alors, il y a du Wi-Fi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est marqué au tableau, en présentiel, donc, mais aussi à distance. Et ça, c'est quand même très bien. Au jeudi de la fibre, donc 2 décembre. Alors, je voulais dire d'abord 2 mots sur le credo, qui est un cercle qui réunit les experts de la fibre d'une centaine d'organisations pour partager en fait, le savoir et l'expérience de ses membres. En fait, c'est un cercle ouvert, et c'est un cercle ouvert notamment à des nouveaux adhérents. Et on en a quasiment, enfin, en ce moment, on a un rythme d'1 à 2 nouveaux adhérents par mois. La fibre, je pense que tout le monde ici sait ce que c'est, mais il faut bien voir que déjà la fibre, donc, ce sont des liaisons sous-marines, ce sont des câbles longue distance, ce sont des liaisons dans les immeubles, des liaisons dans les data centers, c'est un peu partout. Et il y a beaucoup d'autres applications. Et si vous participez aux ateliers du Credo, vous verrez même des applications scientifiques, sismiques. Mais la fibre, aujourd'hui, c'est surtout la fibre grand public, ce qu'on appelle le FTTH. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est cette fibre qui va remplacer le cuivre, la bonne vieille ligne cuivre téléphonique dont on entend parler quasiment quotidiennement. Alors, au Credo, on en parle, mais on travaille aussi sur la fibre avec beaucoup d'activités. Donc, le jeudi de la fibre, par exemple, que nous avons aujourd'hui, et je vais revenir dessus, mais on a des ateliers mensuels qui réunissent 50, 100 personnes vraiment chaque mois, régulièrement, avec des exposés fort intéressants. Plusieurs personnes dans la salle ont déjà fait des exposés, et j'espère que beaucoup vont participer, avec des publications. Donc, il y a eu, il y a quelques années, un célèbre guide de déploiement dans les zones moins denses, et la période maintenant sur les fiches techniques, les dernières fiches, par exemple, sur la fiche du réseau, sur la maintenance, et on va en sortir une bientôt sur un sujet qui s'appelle XGS PON, qui est, sont en fait les évolutions techniques de ces réseaux fibres qui vont permettre de préparer l'avenir. Parce que, comme vous le savez, les fibres qu'on pose en France, mais aussi dans les autres pays, ça va durer des dizaines d'années. Et entre-temps, les services auront bougé, auront évolué, et ces fibres vont servir de support à tous ces nouveaux services que l'on vit en ce moment. Alors, le Credo, c'est aussi, donc, comme je vous ai dit, un cercle, un réseau où il y a beaucoup de partage de connaissances. On est tous convaincus qu'en échangeant des informations, on va progresser mieux qu'en gardant, en travaillant chacun dans son coin. Et en même temps, en travaillant ensemble, on travaille mieux. Alors, pour vous parler du Credo, il y a des membres du comité opérationnel qui sont à votre disposition. Par exemple, vous voyez les 2 messieurs qui sont là, Claude Richard et Philippe Fouet, ou Émeric, vous voyez, donc, qui est à la machine. Et puis, on a encore d'autres personnes. Et je profite d'avoir la parole pour les remercier de leur dévouement, de leur motivation, de leur engagement, puisque le Credo, on est tous des professionnels, mais c'est un engagement qui est quasiment bénévole. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'en travaillant ensemble, on travaille pour l'intérêt général. Alors, cette matinée, et je vais arrêter, cette matinée, elle comporte 2 tables rondes. La première consacrée au retour d'expérience des RIP FTTH. Donc RIP, tout le monde, je pense, je préfère une interro écrite là, pour savoir. Je crois qu'il va y avoir bientôt un Slido là, pour savoir si tout le monde sait bien que RIP, ça veut dire réseau d'initiative publique. Et une seconde sur la vie du réseau. Et la vie du réseau, c'est un sujet très, très important parce qu'une fois qu'on a construit le réseau, il va falloir les faire vivre. Ils vont servir à quelque chose, ils vont évoluer. Et aujourd'hui, c'est un concept qui n'est pas très bien, qui n'est pas encore très bien perçu par les différents acteurs. Voilà un rôle pédagogique que donne le Credo.
En France, on a la chance, j'avais vérifié, d'avoir un territoire qui est couvert à 77%. C'est les chiffres de l'ARCEP à fin septembre. Donc, 77%, c'est très bien. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a mangé notre pain blanc, c'est-à-dire qu'on a fait le plus facile, et maintenant, on va y avoir le pain noir qui est le plus difficile. Alors, c'était hier ou il y a 2 jours, il y avait Antoine Darotte de la Caisse des dépôts là, qui disait on est à la mi-temps. Donc, je ne sais pas si c'est la mi-temps, mais ce que je sais, c'est qu'on a une période où c'est important qu'on partage tous ensemble et que notamment vous venez tous là, venir travailler avec les différents équipes, contribuer aux travaux du Credo pour bien construire ensemble ce réseau du futur. Alors, en fait, il s'agissait de déployer, hein, et maintenant, aujourd'hui, les soucis, c'est la qualité, la disponibilité, la résilience, la pérennité. Et puis aussi, on a l'habitude de dire ça au Credo, quand la fibre a été lancée il y a une dizaine d'années, c'était un réseau de divertissement. Et puis c'est devenu un réseau essentiel. Et avec la fermeture du cuivre, ce ne sera plus que le seul réseau pour communiquer. Et sans communication dans le monde d'aujourd'hui, on est un peu perdu. Et deuxièmement, la demande que l'on a tous, c'est de communiquer non seulement à Paris, là où on est, mais aussi au fin fond des territoires. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'on ait cette non seulement physique, en présentiel, mais aussi en distanciel. Moi, je l'appelle ça fichital. Je sais pas, ce mélange entre le local et le distant. Alors, pour partager ce savoir, je termine là-dessus, je voudrais juste dire 2 mots du partenariat qu'on vient de signer entre Innovance et le Credo, avec le soutien et l'association de l'AFICA, pour labelliser les auditeurs des réseaux FTTH. Parce que maintenant qu'on a déployé, tout le monde sait qu'il y a des problèmes de qualité, mais la première chose, c'est qu'il va falloir mesurer les problèmes de qualité. Il ne faut pas avoir des réactions émotionnelles, il faut les mesurer de façon professionnelle. Et donc, on a décidé de mettre en place un label indépendant pour certifier les entreprises qui vont dire voilà, le réseau FTTH fonctionne bien, fonctionne pas bien, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est la bonne approche pour construire un réseau fiable et performant à l'échelle de notre pays. Et enfin, pour conclure, je voudrais vous inviter à essayer le casque de réalité virtuelle à la fin de cette matinée. Pour ceux qui seront assez patients pour suivre toute la matinée, vous allez pouvoir essayer le casque de réalité virtuelle qui va vous permettre de vous promener dans un réseau FTTH, du haut d'un poteau au fond d'une chambre, d'un nœud de raccordement optique dans un logement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je pense que c'est vraiment une expérience unique. Et maintenant, je vais laisser la parole. C'est Philippe? Non, c'est Émeric. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Richard. Bonjour à tous. Quelques petits points logistiques simplement. Moi, je m'occupe des questions-réponses et de cette animation et de cette coordination sur les questions-réponses que vous pourrez avoir. Alors, dans la salle et à distance, on va avoir 2 façons de remonter les questions de canaux différents. Premier canal pour ceux qui sont à distance. Vous êtes connectés sur Zoom. Il y a un Q&R. Vous posez vos questions sur le Q&R de Zoom de façon très naturelle. Quand vous êtes dans la salle, eh bien, vous n'êtes pas sur Zoom. Donc, il y a le Slido. Je vous invite donc sur vos mobiles à aller chercher l'application Slido. Et le numéro, pour poser des questions, le numéro du Slido, c'est 75 116. Pour vous connecter, si vous n'avez pas suffisamment de 4G, etc., pour pouvoir vous connecter, il y a un Wi-Fi dans la salle. Le mot de passe du Wi-Fi, c'est tout attaché en minuscules, réunion 2022, point d'exclamation. Suite à ces aspects logistiques, je passe la parole aux animateurs. Alors, bonjour à toutes et à tous. Un petit peu d'inconvénient du direct. Hein, vous voyez, on a quelques soucis avec l'écran. Donc, vous n'aurez pas forcément les images au bon moment. Ceux du fond de la salle ont plus de chance s'ils les ont effectivement sur les téléviseurs en haut. Donc,
Donc, on va commencer donc, par un petit sondage au début. Donc, notre charmante Laure va se charger de faire ce sondage, ce icebreaker. Démarrer. Attendez. Si vous êtes sur Slido dans la salle, vous avez le icebreaker qui doit être lancé par Émeric. Donc, pour nous dire quel est un peu votre profil. Et la même chose du coup sur les gens sur Zoom. Bon, on va patienter un peu le temps que tout le monde puisse se prononcer. Et puis après, on va dépouiller. Alors, Émeric, ça rentre, les réponses, c'est bon? Donc, sur Slido, 26 personnes ont répondu, 38% bureau d'études ou cabinet conseil, 19% équipementier ou industriel, autres 15%, association 8%, opérateur 8%, centre de formation 8% et institutionnel 4%. Voilà pour la partie Slido. Voilà, beaucoup de bureaux de conseil, c'est très bien. Vous voyez, finalement, même le pire n'est jamais sûr, puisque je viens de voir qu'on récupère l'image. C'est sympa. Voilà, donc je vais appeler les panélistes de la première table ronde. Et donc, Pierre-Michel, je vais vous mettre en place. Thierry Juan. Pierre-Gabriel. Voilà. Et à distance, alors est-ce qu'on a l'image à distance? À distance, nous avons deux personnes qui nous apportent un peu de soleil au moins pour un, puisque c'est Denis et Fabrègue qui est à La Réunion. On a l'image ou pas? Non? Je vous entends et je suis là. Bonjour à tous. Ah, voilà. Alors, reste à voir le son. Denis, vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Bonjour à tout le monde. Visiblement, dans ce sens-là, ça marche, mais pas encore dans l'autre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, oui, c'est ce que je viens de dire. Il nous amène du soleil. Et je vais aussi appeler donc Arnaud Tournier. Voilà, vous entendez? Oui, très bien, bonjour. Même problème, il nous entend, mais nous, on ne l'entend pas. Bon, ça va être dur pour faire une table ronde dans ces conditions. Par geste, vous savez parler? Oui, d'autant plus que c'est des personnes que j'aurais fait parler en premier. Alors ça pose un peu de difficulté, là. Donc, Pierre-Michel, vous êtes président de Smart World Partner, je vais arriver à le dire. Vous êtes aussi vice-président et trésorier d'Infranum. Et donc, ça vous fera 2 casquettes pour répondre à nos questions. C'est parfait. Thierry Jouan, vous êtes délégué général adjoint de l'AVICA, une association qui nous est proche, avec qui on a l'habitude de travailler ensemble. Et vous serez donc bien placé pour répondre aussi aux questions qu'on va vous poser. Pierre-Gabriel Bérard, vous êtes président directeur général de Sudalis. Et votre métier, c'est les tests, l'audit du réseau. Donc là encore, vous pouvez répondre aux questions qu'on va vous poser. Je me tourne vers Denis. Le son est revenu ou toujours pas? Je ne sais pas. Moi, je vous entends bien. Bon.
Donc, je ne demande pas à Arnaud parce que je pense qu'on va avoir le même problème. Ouais. Alors, bon, c'est revenu. Arnaud, Denis, vous pouvez parler? Toujours pas? Oui, oui. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends aussi. C'est un peu délicat d'avancer sans eux parce que c'est eux qui doivent introduire. Donc, visiblement, Oui. on s'entend entre nous, mais pas vous. On entend Denis. On entend Denis. Mais... Bon, alors on va démarrer un petit peu dans l'autre ordre. Je vais essayer de m'en sortir autrement. Donc, je vais déjà m'adresser à Thierry Jouan. Je vais poser la question, est-ce qu'avec vos membres qui sont responsables de RIP, vous voyez des différences dans la façon de travailler, dans la façon des résultats qu'on obtient? Il faut un micro en plus. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, des différences, alors je ne sais pas trop comment interpréter des différences entre les RIP. Ah ben oui, bien sûr. Mais après, les historiques sont différents, les territoires sont différents, les stratégies sont différents. Quand je dis que les historiques sont différents, par exemple, on peut très rapidement faire une distinction entre les collectivités qui bénéficient d'un retour d'expérience sur des RIP de première génération, qui leur ont donné quand même déjà, ils ont pu capitaliser leur retour d'expérience. Voilà, il y a un second micro. Ils ont pu capitaliser ce retour d'expérience autant sur les aspects d'ordre technique que sur des aspects d'ordre, on va dire, organisationnel. Quand j'inclus là-dessus toute la relation avec le délégataire, qui est parfois pas toujours très facile. Donc, il y a tout cet aspect-là. Donc oui, il y a des différences. Après, c'est difficile de rentrer plus en détail sur ces différences. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette nouvelle phase. Alors, moi, je ne parle pas de mi-temps, mais on a eu toute cette phase de déploiement. Cette phase de déploiement, encore une fois, elle n'est pas terminée, bien entendu. Il reste encore des choses à faire. Et il se trouve que ce qui reste à faire n'est pas forcément le plus facile. Et puis, surtout, il reste une seconde phase, qui est la phase d'exploitation. Alors, je pense qu'on en parlera parce que c'est important et c'est là où on peut effectivement rentrer un petit peu dans le détail du reste à faire et de ce que cette phase va impliquer pour l'ensemble des acteurs. C'est un vrai pari en fait sur l'avenir pour l'ensemble des acteurs. Ça va impliquer autant les collectivités sur, encore une fois, toutes les opérations qui vont intervenir durant la vie de ces réseaux. Alors, il y a des réseaux qui ont plusieurs centaines de milliers de prises. Je prends toujours l'exemple du Grand Est, mais c'est quasiment 1 million de prises. Sur une durée relativement longue quand même, ce n'est pas 10 ans, c'est 30 ans en phase d'exploitation à proprement parler. Donc, je veux dire, ça va impliquer, rien que pour la collectivité, pour assurer le suivi de toutes les opérations qui vont intervenir sur ce réseau, ça va nécessiter de mettre en place une belle organisation, quoi. Quand je dis organisation, c'est les outils, c'est aussi la relation évidemment avec l'OI, parce que ça veut dire qu'il faut des outils de suivi. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte aussi que l'opérateur d'infrastructure, que le délégataire en tout cas, mette à disposition tous les outils qui vont permettre à la collectivité de suivre parfaitement l'évolution de son réseau. Ce qui est important, c'est d'avoir cette photographie en quasi-temps réel en fait, de ce patrimoine. C'est un challenge très important. Il faut vraiment… Effectivement, c'est très important d'avoir la documentation du réseau. On y reviendra. On y reviendra sur les audits, enfin sur l'état, parce que là, on va avoir des retours, j'imagine, plus précis sur ce qui est observé aujourd'hui. C'est aussi un challenge pour les OI. Encore une fois, je terminerai après là-dessus, Claude, pour ne pas être trop long. Sur les OI, parce qu'en fait, on part d'une situation où on avait un seul opérateur initialement, historique, qui était… on est en situation de monopole, régulé, etc., avec des moyens quand même conséquents, que ce soit en ressources humaines ou des moyens financiers. Et là, aujourd'hui, on va voir quelques OI qui vont un peu aussi, peut-être pas totalement découvrir, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire. Et même y compris d'ailleurs dans
dans le suivi des travaux en fait, qui vont intervenir. C'est-à-dire qu'on va passer d'un mode de déploiement à un mode où il va falloir gérer sur une plaque, je reprends le Grand Est, une multitude de petites interventions, des dévoiements, des enfouissements, des extensions, etc. C'est la vie du réseau, on y viendra. Oui, dans la mais, deuxième table ronde. Oui, mais ça s'anticipe. Et Oui, donc, c'est vrai que c'est important de voir ce que ça va impliquer. Et puis aussi pour les OC, d'ailleurs, parce que les OC, finalement, ils vont passer là aussi d'un modèle où il y avait un seul opérateur, un modèle où il y aura plusieurs opérateurs. Et donc, voilà, il va falloir aussi, là aussi, j'imagine, et on approfondira tout à l'heure. Avant de passer la parole à Pierre-Michel, on va interroger Pierre Gabriel, donc pour lui demander si lui, dans ses audits de réseau qu'il fait, il voit aussi une différence. Vous avez vu que ce matin, en fait, notre idée serait un retour sur les RIP, mais un retour un peu plus positif, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de tout ce qui fâche, on en trouve partout et ce n'est pas notre intérêt. L'intérêt, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui fait que parfois ça se passe mieux. Quelles sont les bonnes pratiques qui nous amènent à avoir un résultat positif? Donc, c'est cette question. Donc, si on peut dire quelques mots là-dessus. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on peut constater une véritable différence sur le territoire français entre ces différents réseaux d'initiatives publiques. Il n'y a pas de règle particulière. Je pense que surtout, ce sont des mentalités, des façons d'être, des façons de faire. Alors, j'ai une particularité, j'ai la chance, Denis nous entend, donc je le salue depuis la Réunion, de travailler et accompagner la Réunion THD. Typiquement, je le sors de mon explication parce que j'ai été particulièrement surpris par la qualité. Alors, si déjà il ne peut pas parler, qu'en plus on le sort, là, ça comme je dis des choses positives, il va être très content. Non, véritablement, on trouve un réseau sur la Réunion de qualité, à la fois dans sa construction initiale et dans son maintien en conditions opérationnelles. Et donc là, pour y trouver une signification, c'est relativement simple, c'est que l'ensemble des entreprises et des intervenants sont issus de l'île et ont conscience qu'ils doivent mettre en œuvre un réseau pour eux. Donc, je ferme la parenthèse, mais ne serait-ce qu'au niveau donc, de la France, on a cette particularité liée au territoire. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'implication des gens qui font conditionne largement le résultat. C'est essentiel. Mais on a également, et c'est là où je vais intervenir sur le deuxième cas, souvent on a tendance aussi à taper sur les entreprises de travaux. Non, telle entreprise travaille mal, telle entreprise... Ce qui est complètement faux. De toute façon, ce n'est pas ce qu'on veut faire ce matin. Non, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle fait ce qu'on lui demande de faire ou elle fait ce qu'on ne lui demande pas de faire. Et c'est là où on intervient sur un autre sujet, c'est quel est le niveau d'implication d'une collectivité, parce que là on parle de réseau d'initiatives publiques, quel est le niveau d'intervention ou de contrôle qu'une collectivité, quel est le curseur qu'elle a souhaité mettre dans le suivi de son projet. Réseau d'initiatives publiques, c'est trois mots, mais c'est différents modèles. Vous avez le CREM, le concessif, le marché de travaux suivi d'un affermage. Eh bien, sur un même modèle, et là pour le coup c'est un retour d'expérience, 2 départements voisins, je ne cite pas de nom ni de département, 2 départements voisins, même modèle, concessif, même exploitant, pas du tout la même vigilance sur la qualité des travaux, c'est-à-dire l'importance que la collectivité va avoir mis dans son suivi et dans les moyens qu'elle va avoir mis pour contrôler son délégataire, la qualité de travaux se ressent sur le terrain. Alors, si je suis bien, vous êtes en train de dire, en fait, on ne contrôle pas le dernier jour, c'est ça? On ne contrôle pas le dernier jour. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis souvent, comme on est pressé de livrer des prises, c'est trop tard. On dit, on ne va rien dire, on y reviendra après. Mais clairement, c'est un travail au quotidien, c'est un suivi. Et du coup, le simple fait de réceptionner, c'est un acte administratif, finalement, pour certains. On passe à l'exploitation, on a réceptionné, on a son PV.
Là, on investit, enfin, les collectivités ainsi que les opérateurs privés ont investi pour un certain nombre d'années. Et là, on est en train de tous se dire, c'est un peu la catastrophe, le réseau n'est pas bon. Mais en fait, ça dépend des endroits. Vous avez des endroits, je pense que Richard Topper, CETIX, au courant, on a travaillé sur des mêmes sujets. Vous avez des départements où il y a eu un véritable investissement de la part de la collectivité pour suivre l'entreprise et réceptionner un à un chaque élément du réseau. Ça s'en ressent aujourd'hui sur la qualité de l'ouvrage. Alors, juste pour compléter un peu, est-ce qu'à l'intérieur d'un même RIP, sur une zone ou sur une autre, on peut avoir des résultats différents? Évidemment, puisque là, pour le coup, là, on va revenir sur ce qu'on demande à l'entreprise de faire. Mais pour le coup, s'il y a un contrôle, c'est rectifié. S'il n'y a pas de contrôle, on retrouve cette dégradation, en tout cas ce niveau de qualité différent entre deux zones en phase d'exploitation. Alors Pierre-Michel, si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez des choses à redire là-dessus. Je suis complètement en phase avec tout ce qu'ont dit mes collègues. On est déçus. Par rapport aussi, Claude, je pense à la question là, que vous avez un peu évoquée de façon sous-jacente sur les montages qui peuvent être mis en œuvre. Je pense que tous les montages peuvent donner de super résultats ou au contraire de mauvais résultats. Enfin, pour moi, il n'y a pas un montage idéal au niveau montage juridique. On a la chance aussi, du coup je salue Denis, de travailler pour Réunion THD qui a mis en place un montage un peu particulier, donc un crème, et effectivement avec l'équipe qu'il y a derrière, ça se passe très très bien. Donc voilà, il n'y a pas de montage idéal, ça c'est le premier point. Deuxième point, alors c'est juste perso, je dirais. Moi, personnellement, j'aime bien ce qui est simple. Donc, j'aime bien alors le montage où le privé intervient pas mal, à savoir la délégation de services publics de type concessif. Je me souviens que j'étais intervenu en 2015 dans un colloque ACOM, justement, avec un pitch autour du retour en grâce du modèle concessif, à l'époque où il n'y avait pas de réseau 2G d'envergure FTTH ou pas beaucoup de réseaux FTTH d'envergure en modèle concessif. Et justement, avec en particulier Audrey Morel, on avait poussé ce type de montage. Mais premier point, pour moi, il n'y a pas de montage idéal. L'important, ça a été rappelé par Thierry, ça a été rappelé par Pierre Gabriel, c'est l'équipe. L'un des critères, c'est l'équipe que met en place la collectivité, le délégant. Derrière, sont titulaires de marché, derrière sont délégataires, que ce soit en affaires majeures ou concessives. Et ça, par contre, c'est essentiel, y compris en mode concessif, où on délègue énormément, où on a un seul acteur qui a en charge la conception, la construction, l'exploitation, la commercialisation du réseau et le financement. Donc, ça a des avantages. Mais il faut une équipe derrière. Il faut éventuellement des assistants à maîtrise d'ouvrage aussi derrière, contrôler ce que fait le délégataire dès le stade des études, dès la conception, dès l'avant-projet, dès le projet, dès cette phase d'études, évidemment également en cours de réalisation des chantiers, être présent aux réunions de chantier, assister aux recettes. Normalement, c'est dans le contrat. Le délégataire doit inviter le délégant à participer aux recettes, en tout cas à les suivre, à valider le protocole de recettes, à étudier les résultats, les cahiers de recettes, et puis derrière, valider aussi tout ce qui est dossier d'ouvrage exécuté. Donc ça, c'est très important. Vérifier la concordance de ce qui est déployé sur le terrain avec le référentiel de données, ce que tu as évoqué aussi, Thierry et Pierre Gabriel, donc avec le SIG. Contrôler aussi, dans le cadre des rapports annuels d'activité, qu'il y a concordance entre ce qui est déployé, le référentiel de données, le fichier comptable et financier des immobilisations. C'est aussi essentiel, parce que sinon, ça ne peut pas marcher, ça va être très négatif pour la collectivité qui, effectivement, au moment de solder la phase de construction du réseau, va s'apercevoir des problèmes. Alors, on peut aussi lancer, il faut le faire, je crois que l'État le pousse également, il faut lancer des audits au niveau local
avant d'attendre l'arme atomique avec l'ARCEP qui arrive et qui va auditer pas mal de réseaux au niveau national, ça peut aussi se faire localement, des audits techniques, des audits aussi en termes d'organisation mise en place par le délégataire. Donc c'est un point qui me semble important. Nous on en a mené, je pense, au département du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, notamment pour Val d'Oise numérique, pour auditer le réseau avant qu'il ne soit trop tard. Et effectivement, on a vu qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qui nécessitaient un plan de remédiation du délégataire pour pallier les défaillances avant la remise en exploitation totale du réseau. Donc voilà, moi, les quelques éléments que je voulais souligner. Ça a été dit aussi par Pierre-Gabriel, on a des projets qui pèsent quand même très, très lourd en investissement. Typiquement, sur un département, c'est 300 millions d'euros d'investissement pour faire 200 000 ou 300 000 prises. Et en face, il y a énormément d'énergie qui est mise en œuvre sur la passation du contrat, sur 20, 25, 30, 35 ans. Et derrière, par contre, parfois, pour des questions de coûts de fonctionnement, il y a une partie de suivi et contrôle qui peut être réduite, dans certains cas, à portion congrue, face à ces investissements et face à un réseau public. Ça me semble totalement aberrant. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on va tenter des expériences, puisqu'on est là pour faire des expériences. Donc, on va passer en même temps par un portable. Et donc, Arnaud va nous dire quelques mots. Donc, je lui demanderai de présenter rapidement, effectivement, son RIP en territoire, nombre de prises, un peu comment ça fonctionne. Et puis, derrière, de commenter ce qu'il vient d'entendre. J'espère que vous allez m'entendre. Oui, bah, écoutez, dans le lot, le choix qui a été fait, c'est donc… Je ne sais pas si vous nous entendez. Donc, le choix qui a été fait dans le département de l'Aude, donc de confier au CIADEN la maîtrise d'ouvrage des travaux. Donc, on est sur un portage donc, de maîtrise d'ouvrage des investissements par le syndicat qui réunit donc l'ensemble des territoires du département ainsi que le département de l'Aude. Et ensuite, effectivement, on a pris un modèle donc d'affermage avec une DSP d'affermage qui a été attribuée donc au délégataire Altitude Infra. Donc, en termes de volumétrie de prise, on est sur un projet qu'on a phasé en 2 étapes. Hein. La première étape tourne autour de 100 000 prises qu'on a finalisé. Et la deuxième étape du projet nous conduira, on va dire, à 2025 probablement, compte tenu, on va dire, de l'extrême ruralité dans laquelle nous nous trouvons pour à peu près une trentaine de milliers de prises supplémentaires. Donc aujourd'hui, on est, on va dire, sur un système où on a une équipe, évidemment, on a une équipe organisée en interne pour pouvoir suivre à la fois de façon opérationnelle, je dirais, les entreprises travaux au quotidien, les réalisations, les études, puisqu'on est sur des marchés de conception-réalisation, et évidemment une équipe administrative et de gestionnaires pour pouvoir donc également accompagner ce projet-là. Moi, ce que je souhaitais préciser, c'est, je dirais, comme cela a été dit par les précédents intervenants, que je salue au passage, c'est vrai que voilà, chacun a choisi, je dirais, un petit peu son modèle qui lui paraissait, je dirais, le plus efficient par rapport à son historique et à son organisation. Il n'y a pas effectivement de vérité. Ce que l'on peut, nous, en tout cas, relever, c'est que depuis le démarrage de ce projet qui en tout cas, est rentré dans son niveau opérationnel depuis, on va dire, 2016, on est sur, on va dire, énormément, en tout cas, de difficultés, ça on peut le dire, au démarrage, notamment pour pouvoir, je dirais, mettre tout le monde à la page et tout le monde au niveau par rapport aux enjeux du projet que ceci représenter sur notre territoire. C'est valable pour nous, notre organisation, pour les entreprises ainsi que pour le délégataire d'ailleurs, mais avec quand même des bons résultats et une bonne dynamique. Voilà, le truc, c'est qu'il fallait effectivement un petit peu résister au démarrage assez délicat. Et aujourd'hui, on est sur une très, très belle lancée. Et on a surtout, je pense, la chance de pouvoir un petit peu ajuster et maîtriser le projet de la manière dont on le souhaite, c'est-à-dire, je dirais, un petit peu travailler dans des logiques d'accélération ou en tout cas de prise de recul en fonction tout simplement des projets de coordination qu'on peut avoir, notamment dans différentes activités. Et donc, disons que ça nous positionne dans un rôle, on va dire, de proximité et on va dire un peu pivot avec peut-être d'autres acteurs du territoire.
Ce que je souhaitais ajouter, c'est qu'en revanche, sur le volet raccordement, qui évidemment ne nous incombe pas puisqu'on est sur un modèle où l'interfaçage entre le délégataire de services publics et les fournisseurs d'accès Internet est confié donc au délégataire. Pour autant, on a fait le choix de mettre en place une équipe d'intervention technique pour faciliter les problématiques de raccordement. Ça, c'est un point qui, évidemment, comme vous le savez, on est, comme dans tous les territoires français, tous un peu victimes je dirais, des dérives du mode stock. Et ce faisant, on a souhaité évidemment pouvoir en tout cas être beaucoup plus actif et proactif, on dira, pour pouvoir solutionner un certain nombre de problématiques, même si les choses évoluent, je dirais, plutôt dans le bon sens depuis une bonne année. On a quand même souhaité prendre les devants sur ces sujets qui, évidemment, vont être extrêmement déterminants dans le cadre de la pérennisation de nos réseaux. Oui, en conclusion de ce que vous venez de dire, est-ce que vous pourriez passer un conseil ou une bonne pratique à vos collègues d'Autrip que vous avez acquis au cours de cette expérience et qui permettent d'arriver à un bon résultat? Je pense que c'est une méthodologie de suivi avec une internalisation de compétences. C'est vraiment ça le sujet pour nous. Ça a été aujourd'hui, on a une équipe, je dirais à peu près de 8 à 9 ETP qui sont, on va dire, directement évidemment dédiés au projet de RIP. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui fait la différence parce que dans le cadre d'un projet de cette nature, on a besoin non seulement de compétences externes ou d'externalisation, notamment en s'appuyant sur des bureaux d'études qui sont aussi des sachants. Mais ce qui fait la force, je pense, en tout cas de ce projet-là, c'est qu'on est véritablement, je dirais, au contact, je dirais, le plus régulier possible et en proximité, en réponse également aux besoins du territoire. Ça, c'est un point extrêmement essentiel. Vous le savez, quand on confie des gros projets de cette nature à des entreprises qui, encore une fois, ont évidemment leur rôle à jouer, leur partition à jouer, le souci, c'est qu'on est parfois un petit peu, je dirais, à distance des problématiques réelles et de terrain. Et malheureusement, en fait, on ne voit le projet que sous un angle un petit peu négatif, c'est-à-dire des remontées un peu négatives que l'on peut avoir. Je ne vous dis pas que ça ne nous arrive pas, mais ces remontées négatives-là, étant donné qu'on est quand même sur, je dirais, un véritable travail, je dirais, au quotidien avec nos élus, si vous voulez, ça nous permet de désamorcer un certain nombre de sujets et ou d'anticiper des problématiques qui se font jour. Donc, c'est véritablement, je dirais, ce travail du quotidien avec un peu la capacité à labourer un petit peu le terrain sur notre projet qui, je pense, peut faire la différence. Donc, avec des compétences dédiées à la fois techniques et également, je dirais, opérationnelles et des suivis d'opérations. Merci beaucoup Arnaud pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Encore une fois, on présente nos excuses sur les problèmes techniques que nous avons à résoudre en direct. Voilà, merci beaucoup. Je m'excuse, je dois également vous quitter parce que j'ai un comité de concertation qui est aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Voilà. Donc, je reviens en fait sur l'intervention de Pierre Michel. Ma question est, effectivement, il existe plusieurs façons de passer des marchés des déploiements. Par contre, est-ce qu'on peut insister sur le fait que l'implication et la compétence de celui qui passe ce projet va jouer beaucoup? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des modes où il faut avoir plus de compétences et s'impliquer plus dans le projet, non? Oui, vous m'entendez bien, donc ça va, le micro marche. Oui, certainement, je pense, mais Thierry en parlerait beaucoup mieux que moi, Denis, Arnaud, côté collectivité. Effectivement, il y a des modes plus ou moins impliquants pour la collectivité. Donc, c'est clair. Et notamment, sans aller jusqu'au modèle d'activité, si même en régie, avec ce que fait Réunion THD, ou en affermage
comme le fait Arnaud Tournier avec le CIADEN, il faut des équipes plus staffées parce que là, la collectivité intervient, par exemple en affermage, hein, sur la conception, la construction du réseau, et ensuite fait un transfert de l'exploitation à partir de la construction du réseau vers l'opérateur d'infrastructure, l'opérateur d'immeubles, pour exploiter et commercialiser. Donc forcément, il faut une équipe plus importante. Il faut peut-être aussi externaliser un certain nombre de compétences. Donc c'est un peu plus lourd. En même temps, comme le disait Arnaud Tournier, et c'est important, en affermage, vous maîtrisez vos priorités davantage, les zones où il faut vraiment apporter la fibre plus rapidement. Vous avez donc un aménagement numérique du territoire qui est un peu plus fort. Bon, je passe les aspects financiers avec derrière des redevances d'affermage. Qu'en mode concessif, il faut effectivement vous donner quelque part les clés du camion à un concessionnaire. Ça a aussi plein d'avantages. Ça a permis les dernières années d'avoir des subventions demandées qui étaient très faibles, voire quasi nulles. Ça permet d'aller vite parce que le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics. C'est lui qui se finance avec des fonds privés. Donc, ça a aussi énormément d'avantages. Mais effectivement, sur un montage de type crème ou un montage de type affermage, il faut une équipe un peu plus staffée. Mais encore une fois, moi, ce que je voulais dire, c'est d'insister sur le fait que, de toute façon, quel que soit le montage, à différentes échelles, il faut quand même des équipes. Je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Arnaud Tournier. Et c'est très vrai. Bon, effectivement, il y a tout ce qui remonte du terrain et à juste titre, toutes les défaillances qu'il y a eu, notamment sur le raccordement. C'est effectivement un gros problème. La filière infranum s'est mobilisée. Hein. Maintenant, il y a un plan qui a été remis à l'ARCEP, à la présidente de l'ARCEP, au ministre, avec la labellisation des entreprises, la labellisation des intervenants, le fait d'avoir les plannings d'intervention des OC pour que l'OI puisse derrière contrôler, le fait d'avoir des comptes rendus d'intervention. Je voudrais juste quand même rappeler quelques chiffres. C'est que globalement, ce chantier-là du très haut débit, c'est quand même un succès. Ça a été rappelé aux 10 ans d'Infranum par Antoine Darod. Hein. L'objectif des 80% a été tenu en 2022. Dans les délais, pour des coûts à peu près maîtrisés, ce qui est quand même, je ne vais pas vous parler de ligne TGV ou de PR dans le nucléaire ou ailleurs, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est vrai que on a eu, par exemple, sur les raccordements, et ça peut expliquer les défaillances, on est passé en 2017 à peu près de 3,5 millions d'abonnés à un doublement 2 ans après, en 2019, 7 millions d'abonnés, un doublement encore en 2021, 14 millions d'abonnés. On est passé de 1 million d'abonnés raccordés à peu près par an à 1 million d'abonnés raccordés par trimestre. Idem sur les déploiements. Donc, ça peut aussi expliquer qu'effectivement, il y a eu des ratés, des gros ratés au niveau de ces raccordements. Mais je voulais quand même qu'on garde en tête ces chiffres. 4 millions d'abonnés raccordés chaque année aujourd'hui, à peu près, versus 1 million sur une année en 2017, et c'est quand même pas la préhistoire. En 2017, c'est encore assez récent, 2017-2018. Voilà. Idem sur les déploiements, on est passé de 2 millions ou 3 millions de nouvelles prises par an en 2017 ou 2018 à 4, 5, 5,6 millions, presque 6 millions de prises par an déployées au niveau des territoires, notamment avec des prises pas forcément évidentes en zone rurale, en zone de montagne. Voilà, je voulais quand même rappeler ces chiffres. C'est certain qu'on est allé très vite. Certains diront trop vite. On va laisser libre cours. On ne va pas forcément parler. Non, on va passer la parole à Denis par téléphone, pareil, parce qu'effectivement, on a des petites difficultés à avoir. Donc, Denis, merci, pareil, de présenter un peu votre RIP en termes de territoire, de nombre de prises, de calendrier, de mode de déploiement, et puis concluez effectivement par une bonne pratique que vous souhaitez partager avec l'ensemble des auditeurs. Bonjour à tous, est-ce que vous... Très bien. Parfait. Donc, le RIP Réunion représente approximativement 25 000 prises sur les 450 000 prises de la Réunion. Donc, notre intervention publique vise vraiment à combler les trous laissés par les opérateurs privés. Donc, le RIP, c'est 5% des prises de la Réunion.
sont évidemment les villes les plus vicieuses du construire. Par exemple, Pérésia a commencé son projet en 2019 et nous terminons ce mois-ci nos grandes on construit l'intégralité du RIP en 2 ans. Pour donner une petite photo du paysage de la région. Si la régie peut couper mon micro. Non, c'était la régie, je demande de couper mon micro, sinon ça fait du Larsen. D'accord. On est de la Réunion, les opérateurs privés se livrent une compétition par an de réseau FTTH avec une question de boutonnage de réseau. MGD 2015, les déploiements privés. Une de nos premières interventions a été d'essayer de faire en sorte que les opérateurs ne doublonnent pas, ou en tout cas le moins possible, leur réseau respectif. Si on les avait écoutés en 2015, il aurait fallu construire des logements pour pouvoir accueillir l'ensemble des prises qu'ils avaient l'intention de construire. Alors, on a réussi à réguler, entre guillemets, un petit peu les initiatives privées, mais j'évoque ça parce que c'est pour moi un des éléments qui marque le niveau d'interventionnisme avoir une collectivité en termes de gestion de déploiement sur son territoire. Vous avez parlé du RIP, Pierre-Michel Attali a précisé tout à l'heure les différents niveaux d'implication publique qui peuvent faire la différence sur le résultat. Et je confirme ce point de vue et je vais même au-delà. Le niveau d'intervention peut aller jusqu'à des niveaux d'intervention différents pour le suivi et la coordination des déploiements privés que nous, à La Réunion, avons choisi de faire très tôt. Sur le RIP en particulier, je vais probablement répéter ce qui a déjà été dit par Pierre-Michel et Pierre-Gabriel. Nous avons fait le choix d'être très impliqués dans le suivi des déploiements, de nos déploiements et des déploiements de nos prestataires, que ce soit sur le RIP 1G en délégation de service public ou le RIP 2G en crème. On a toujours été très impliqués dans le suivi quotidien de ces déploiements. Sur le RIP 1G, on avait une réunion toutes les 2 semaines de suivi des déploiements équipés. Sur le RIP 2G, on est sur une réunion hebdomadaire. Évidemment, ça a été dit, il faut aussi des équipes pour faire ce suivi. Réunion PAG a fait le choix de rester sur une équipe très réduite, très restreinte. Nous sommes 9 agents et un seul chef de projet pour le suivi du réseau FTTH. Et pour un peu réduit vers le suivi du RIP, nous avons 3 AMO différentes, une pour le suivi des études des travaux, une pour le suivi de l'exploitation et une sur le suivi global, le suivi contractuel, suivi des comptes rendus, analyse des documents annuels. Je voulais illustrer aussi un des propos qui a été dit tout à l'heure en termes de suivi récurrent. Il me semble extrêmement important que la collectivité participe aux opérations de recette. Et je dirais même au-delà, qu'on a fait nous, ça a été d'aller sur le terrain pour vérifier les opérations de génie civil, pour pouvoir nous-mêmes contrôler les éléments qui ne peuvent pas être contrôlés après coup une fois que les tranchées sont refermées. Donc, on a régulièrement des interventions sur le terrain pour aller vérifier les profondeurs de tranchées, le positionnement des fourreaux dans le fond de la tranchée, la présence d'un lit stable, toutes ces choses qui ne peuvent être contrôlées que visuellement pendant que la tranchée est ouverte. Donc, des contrôles périodiques pendant l'exécution des travaux, avant même la réception finale. Et au niveau de la réception finale, on fait aussi de pouvoir faire des opérations de recette
strictement l'intégralité des infrastructures qui sont construites. Et Pierre Gabriel témoigne de la qualité du réseau qui est construit chez nous. Je le remercie. J'avoue, j'ai du mal à me positionner ou à identifier quelle est la différence entre notre réseau et Ah, pardon. Oui, pardon. Donc, particulièrement coûteux, complexe, et les prestataires rechignent un peu à terminer ce déploiement. Dans notre cas, nous avons fait le choix de ne payer que 60% du coût d'un déploiement lorsqu'il est réalisé à 90%. Donc, si notre exploitant veut récupérer les 40% du coût, il faut qu'il termine les 10%, les 10 derniers pourcents. Oui, Denis, non, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà, oui, un petit décalage, hein, il y a quelques milliers de kilomètres entre nous. Donc, je voudrais que vous terminiez votre allocution par un point. Est-ce que vous avez pris en compte, ou est-ce que vous avez commencé à en prendre en compte, les aspects environnementaux dans vos projets? Absolument. Ce n'est pas un sujet d'actualité au moment où on a lancé notre opération. Ceci dit, on a dû étudier complètement l'aspect environnemental de notre projet, compte tenu des montants prévisionnels du projet du RIP Réunion. On a dû monter un dossier grand projet européen qui a nécessité d'analyser complètement l'impact environnemental de nos réseaux. Mais en termes de démarches concrètes, je peux vous citer un exemple. On a essayé de bénéficier du fait que nos MRO sont souvent installés dans les hauteurs de l'île, là où les températures sont plus clémentes. Et on a installé dans tous nos MRO des systèmes doubles avec ventilation mécanisée et climatisation qui nous permettent d'utiliser la climatisation que lorsque la température extérieure est supérieure à la température intérieure. Et on a pu diviser au moins par deux les coûts prévisionnels d'énergie sur nos NRO. Merci beaucoup pour tout ce témoignage. Je pense que l'auditoire appréciera à sa juste valeur. Donc, je vais me tourner aussi un peu vers nos panélistes présents. Est-ce qu'eux, ils voient effectivement une prise en compte de ces aspects environnementaux? Ah, si vous répondez non, vous allez très mal, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de répondre non. Oui, non, oui, il faudra regarder. Je pense que la réponse de Denis illustre totalement le fait qu'effectivement, ça n'a sans doute pas été forcément pris en compte dans certains réseaux qui ont été lancés il y a quelques années. Aujourd'hui, la priorité, je reviens un petit peu sur ce sujet-là parce que c'est le sujet essentiel. La question aujourd'hui, c'est effectivement la qualité, la surveillance de la qualité, le contrôle, la recette. On parlait de ça tout à l'heure, il faut bien aussi se rendre compte que c'est une bataille de chaque instant, en fait. Hein. Bon, il y a des RIP pour lesquels tout se passe bien, ça dépend beaucoup des acteurs, de l'historique, etc. C'est une bataille, enfin, nous, c'est des retours qu'on a, des batailles de chaque instant, en fait. Et les leviers sont relativement limités. Donc, suivant la personne ou la structure que vous avez en face, c'est vraiment très, très difficile.
Il y a des fois où la collectivité n'arrive pas à avoir des DOE. Je ne sais pas si il y a des choses que Pierre-Gabriel peut voir dans le cadre de ses audits, mais la collectivité n'a pas de DOE, par exemple. Voilà. Donc, ces documents ne sont pas contractuels. Voilà, je parle que voilà, il y a des fois où c'est difficile de faire appliquer certaines choses. Et les leviers sont limités. Donc, non, tout ça pour dire que je reviens, alors j'anticipe peut-être un peu sur cette phase vie du réseau, mais ça montre bien ici que ce qui a été fait là, ce dont parle Denis, ce qu'a parlé Arnaud aussi pour le CIADEN, c'est quelque chose qu'il faudra continuer à faire, voire même en donnant un petit coup d'accélérateur durant toute la phase d'exploitation. Je reviens un peu là-dessus, hein, mais ça me semble vraiment... C'est donc une bonne pratique qu'on peut dégager, ça alors. Oui, bien sûr, oui, avec tout un tas d'enjeux qui sont... Alors, je parlais de toutes les opérations qui vont intervenir avec de multiples acteurs, etc., qui vont nécessiter, là, pour le coup, de suivre ça, mais alors comme de l'huile sur le feu, ou du lait sur le feu, plus exactement. Bon, vegan ou pas, faire oui, attention. parce que l'huile, en ce moment, on a quelques soucis. Là. Voilà. Mais voilà, ça va nécessiter vraiment d'être... Et puis surtout la notion de patrimoine, hein. Je reviens là-dessus. Pour la collectivité, c'est essentiel, hein, d'avoir cette vision du patrimoine. On a des réseaux qui sont, avec une capillarité sans précédent par rapport aux RIP de première génération, pour lesquels on s'est aperçu parfois à l'issue des contrats que la connaissance du réseau était parfois un petit peu délicate. Quand on a des réseaux de plusieurs centaines de milliers de prises, ça va être compliqué. Voilà. Alors, Pierre-Gabriel, vous refusez de donner les DOE, c'est ça? Expliquez-nous. Non, au contraire. Non, pas du tout. Non, mais effectivement, c'est un vrai sujet qu'on retrouve un peu partout. Non, en fait, en ce moment, on a tendance, il est de bon ton de parler du football. On parle de mi-temps. Hein. Moi, je parlerai de match retour. Pourquoi? Parce que la mi-temps n'a qu'un quart d'heure. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour changer les choses. Match retour, on a une semaine pour retrouver une tactique pour éventuellement essayer de retourner la situation. C'est le cas aujourd'hui. Donc effectivement, sur ce match retour, moi j'aimerais effectivement qu'on se tourne vers la vie du réseau et qu'on fasse les choses différemment. Et là, vraiment qu'on puisse travailler sur les choses, alors, la labellisation des intervenants, qu'on travaille avec des référentiels qui soient tenus à jour, parce que c'est tout ça. Donc voilà, si je devais avoir un... Je ne vais surtout pas rentrer sur la table ronde numéro 2, je n'ai pas été invité. Donc mais en tout cas, voilà, c'est vraiment sur ce sujet que je voudrais introduire ce qui va se passer par la suite. Mais je pense qu'on a perdu une bataille pour certains endroits du territoire au niveau qualitatif. Et là, on a le temps là, de redresser les choses pour qu'on s'organise sur la vie du réseau pour travailler différemment. Et êtes-vous optimiste? Oui, toujours, de nature. Voilà, c'est ce qu'il faut, puisque ce matin, ce qu'on veut, c'est être optimiste. Peut-être, Claude, juste par rapport à la... Enfin, je souscris à tout ce qui a été dit. Par rapport à la question sur l'environnement, c'est vrai que c'est incontournable maintenant et on en parle énormément. Côté filière, je pense un peu comme les collectivités, hein, les entreprises étaient quand même d'abord sur les problématiques de dépurement. Donc, et elles le sont toujours. Hein, donc, c'est quand même... ça a été la priorité et ça le reste. Mais par contre, évidemment, on ne s'exclut pas de toutes les problématiques de sobriété numérique. Et en particulier, Infranum, dont le président d'Infranum, Philippe Legrand, a lancé une mission environnement et numérique qui a été confiée à Éric Jamaron donc, pour Action, hein, mais au titre de son rôle dans la filière, justement pour réfléchir à ces problématiques, essayer de définir déjà, de mesurer déjà ce que font les entreprises en bien ou qu'elles ne font pas, justement, essayer de définir en interne des bonnes pratiques, participer aux différentes instances institutionnelles qui se mettent en place avec l'État, avec les collectivités, avec l'ensemble des
des acteurs et être proactif en la matière. Donc, c'est une mission qui est très récente, hein, qui a été créée et lancée il y a une quinzaine de jours de mémoire, mais qui est essentielle pour la filière. Sur la fibre, hein, les chiffres qu'on entend et qu'on donne, et je pense qu'ils sont a priori à peu près corrects, c'est que la fibre est quand même 3 fois, voire 4 fois moins énergivore que le réseau cuivre. Donc là, il y a une vraie urgence quand même à basculer, alors à horizon 2030 ou un petit peu avant, on espère une bonne partie du territoire sur la fibre versus le cuivre, ne serait-ce que pour ces consommations d'énergie qui sont réduites de 3 à 4 par rapport au cuivre. Derrière, il y aura quand même le décommissionnement du cuivre, où là, il faudra recycler, il faudra avoir quand même une industrialisation de ce décommissionnement qui soit vertueux en termes environnementaux. Donc là aussi, il y a sans doute beaucoup de travail à avoir. Et je voulais juste dire aussi que les collectivités sont évidemment concernées aussi au premier chef. Il y a eu aussi des lois, hein. Il y a eu la loi Rennes en 2021, notamment, qui impose pour les villes de plus de 50 000 habitants, sauf erreur, de mettre en place un schéma directeur de sobriété numérique. Donc, il y a beaucoup d'actions à mener. J'ai parlé du décommissionnement du cuivre et d'utiliser la fibre. Il y a aussi tout ce qui concerne le réemploi des terminaux, parce que c'est quand même ça qui pèse en termes d'empreinte carbone dans le numérique fortement, à hauteur de quasiment des 3/4, je crois, de l'empreinte carbone du numérique actuellement. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Pareil sur les data centers à un niveau un petit peu inférieur, mais aussi sur les réseaux, bien évidemment. Alors, si on peut tirer une conclusion juste de cette partie-là, on a encore un autre sujet à débattre, mais sur la première partie, en fait, de comment faire pour que ça se passe bien, moi, je retiens, en fait, que recéter en permanence pendant tout le déploiement et à tout instant, recéter tout ce qui peut l'être de façon à éviter les mauvaises surprises le dernier jour. Et ça, forcément, ça nous fait très plaisir, puisqu'au Credo, on le dit depuis 2017, hein, même avant, depuis 2007, on dit il faut vérifier. Vérifier, ce n'est pas forcément ne pas avoir confiance. Vérifier, c'est que tout le monde fait des erreurs. On en fait tous. Tout le monde en fait. Donc, il faut vérifier pour corriger au fur et à mesure. Parce que corriger lorsque l'incendie est tout petit, c'est assez facile. Lorsque toute la forêt brûle, ça devient très compliqué. Donc, effectivement, moi, je retiens des bonnes pratiques que vous avez données, et croyez-moi, elle me fait plaisir, c'est il faut vérifier, vérifier, vérifier. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Alors maintenant, je vais vous demander quelque chose de beaucoup plus difficile, qui demande beaucoup plus de concentration. Comment vous voyez la façon de passer les bonnes pratiques? Comment on pourrait faire pour que les bonnes pratiques se diffusent le mieux possible? Alors bon, vous savez que le Credo, Objectif Fibre, on essaie de se poser ces questions en permanence. Comment faire pour avancer dans ce sens? Je vous pose la question, comment vous voyez, comment on pourrait faire passer ces bonnes pratiques? Alors, déjà, en fait, peut-être s'assurer qu'on n'ait pas 15 000 niveaux de sous-traitance. En fait, c'est un point pour moi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette notion de rémunération. Enfin, je reviens sur la partie raccordement, mais elle viendra de toute manière aussi sur tous les travaux qui seront réalisés durant l'exploitation. Faire en sorte que les gens qui interviennent soient… Oui, mais cette sous-traitance multiple n'est-elle pas obligatoire? Parce que si on calcule combien il faut de personnes actuellement, si on dit on est en gros à 16 millions de raccordés, il nous en faut encore 16 millions, il nous reste 3 ans pour les faire, ça fait 5 millions par an. Combien? Alors si on dit raisonnablement, on peut raccorder 3 abonnés par jour, on fait le calcul, on va arriver à quelques dizaines de milliers. Je ne parlais pas des raccordements, je parlais des bonnes pratiques. Mais des bonnes pratiques en général. Oui, mais faire en sorte… Non, mais je veux dire, on peut se faire plaisir. Cette sous-traitance, comment on peut l'éviter? Je ne sais pas, parce que tu me parles de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, il y a des leviers sur lesquels on ne peut pas agir. On parle de guides, on parle de choses comme ça. On y participe, il y a des fiches Credo, c'est très bien. Mais si les gens qui sont au bout de chaîne ne peuvent soit pas les dire ou n'ont pas forcément le temps de le faire, je veux dire, ça ne servira pas à grand-chose. C'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est d'avoir une juste rémunération. Pour la partie raccordement, on ne va pas y revenir. Voilà, il y a eu déjà suffisamment de choses qui ont été dites là-dessus. Et bon, cela dit, il y a encore des raccordements à faire quand même, il y a encore des déploiements. Mais pour revenir sur la phase d'après, il faut s'assurer qu'on ait ça. Parce que si on n'a pas la qualité des travaux, on va avoir de gros soucis en fait, quoi. Sachant qu'on va en plus déjà devoir régler la face cachée en fait de l'iceberg de tous ces problèmes qu'on a connus jusqu'à maintenant, qui n'apparaissent pas aujourd'hui. Le jour où on va avoir, Richard parlait du XGS-PON, le jour où on va mettre des nouvelles technologies, on va peut-être s'apercevoir que dans le temps, il va peut-être y avoir des petits soucis.
Et ça va être problématique. Et je ne parle pas de qualité d'équipement, de fibres, des boîtiers qui sont aujourd'hui, voire pour les audits de Pierre Gabriel, des boîtiers qui ne sont pas étanches, etc. Donc, pour moi, c'est la base. Après, effectivement, tout ce qui est partie, tout ce qui est guide, tout ce qui est fiche, etc., c'est vraiment essentiel. Il y a un travail qui est fantastique qui est fait. J'ai vu Didier tout à l'heure qui est rentré pour la partie des fibres. Voilà, il faut apporter le maximum de visibilité à ces travaux. Je pense que c'est ce qui est fait et voilà, c'est un des points également. Donc, on pense que l'écriture de guides, d'applications qui tournent sur des smartphones, des choses comme ça, peuvent apporter le degré d'information qu'a besoin la personne sur le terrain, c'est ça? Oui, alors, et puis ensuite, alors on ne va peut-être pas anticiper ce qui va être dit après, mais notamment pour les audits, bon, ce sera peut-être l'objet d'après, mais comment dire, s'assurer que des personnes qui vont intervenir sur des éléments clés de la vie du réseau, notamment des audits, le fassent d'une manière homogène et soient formés pour le faire. Si on loupe cette étape-là, encore une fois, je ne veux pas anticiper sur ce qui va être dit, si on loupe cette étape-là et qu'en fait, on fait faire des audits par des gens pour lesquels on n'est pas sûr d'avoir un mode opératoire clair et homogène et en plus de la formation, on aura vraiment tout perdu, quoi. C'est ce qui a initié ce qui va être présenté. Pierre Gabriel. Oui, alors j'ajouterais quelque chose, et c'est une idée que j'avais eue il y a très longtemps quand les déploiements démarraient, mais c'est tellement parti vite et que finalement c'était impossible de mettre en place. Mais là, comme je dis, maintenant on est sur le match retour, donc là on a le temps. On est d'accord que le nombre d'intervenants devrait diminuer puisqu'on va être sur de l'exploitation, de la vie du réseau. Et du coup… je ne suis pas sûr que le nombre d'intervenants va diminuer. Il va peut-être changer de métier, il sera peut-être ailleurs. Enfin, il y a quand même, une fois que tous ces raccordements seront faits, il y aura quand même beaucoup moins de monde sur les terrains. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que chaque personne qui intervient sur le terrain soit labellisée sur le produit sur lequel il intervient. Pour être très clair, vous avez différents constructeurs de boîtes optiques qui ont été déployés sur le terrain en France. Peut-être qu'un technicien a été formé sur un seul type de boîtier, parce que dans le centre de formation dans lequel il était, il n'y avait qu'un seul type de boîtier qui avait été fourni. Donc, quand il découvrait sur le terrain un boîtier, forcément, c'était plus compliqué pour faire qualitativement son travail. Aujourd'hui, le réseau étant construit, on sait quel type de boîtiers ont été mis en place sur le territoire, mais on devrait imposer qu'un intervenant qui vient pour faire une extension, un splicing, puisse montrer qu'il a eu soit comme une mise à jour de ses capacités d'intervenir sur ce type de boîtier. Et ne serait-ce que ça, on arriverait à des choses, en tout cas une sélection sur les acteurs, c'est-à-dire que les acteurs soient des acteurs qui ont un vécu sur ce type de boîtier. Enfin, c'est un exemple, mais le boîtier, c'est un des points les plus sensibles du réseau. En fait, j'ai l'impression que nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses, parce qu'avant, autant jadis, je parle dans une autre vie, il n'y avait qu'un seul opérateur, et du coup, l'opérateur, il sélectionnait un certain nombre d'équipements, il n'y avait que ceux-là dans tout le réseau. Or, aujourd'hui, on a une multitude d'opérateurs qui sélectionnent une multitude de produits, et l'installateur, il se retrouve avec cette multitude de produits dans le camion. Et par moment, il se peut qu'il se mélange un peu les pièces d'un produit à un autre. Je crois que c'est bien ce que vous avez dit, et ça, c'est extrêmement important. C'est bien d'expliquer que ces boîtes, comme on dit, parce qu'on dit vulgairement des boîtes, boîtes de protection des fissures, des boîtes sont des objets techniques qui, même s'ils sont en plastique, sont extrêmement étudiés. Chaque petit crochet, chaque gorge a une utilité. Et ça, on ne peut pas l'inventer quand on a les pieds dans la boue dans une chambre. Ça, ce n'est pas possible. Il faut absolument l'avoir bien compris avant pour lorsque les conditions seront plus difficiles, parce qu'on est dehors avec les intempéries, c'est toujours moins facile qu'en labo. Eh bien, il faut effectivement ne pas découvrir les choses, mais les avoir découvertes avant. Et là, je pense que le Credo sera complètement d'accord. Il est effectivement important de former les gens et de s'assurer qu'ils ont eu la bonne formation. Pierre-Michel, alors, d'accord, pas d'accord? Toujours, moi je suis toujours positif, donc d'accord.
Non, je voulais, pour diffuser les bonnes pratiques, enfin, moi, j'ai pas de solution, hein, et je vais pas redire ce qui a été dit, mais notamment sur cette partie de suivi et de contrôle, c'est déjà le cas, hein, sur beaucoup de territoires et par pas mal de collectivités, mais c'est sûr que il faut bien voir que la partie vie du réseau exploitation, elle est essentielle au même titre que la partie investissement, déploiement, que la fibre, c'est le seul réseau, ce que vous disiez, qui va rester après le cuivre, c'est une infrastructure essentielle. Et donc, le numérique, les infrastructures numériques à l'échelle d'un département ou d'une agglo ou d'une région, c'est absolument essentiel. Donc, il faut évidemment, mais c'est le cas dans plein de collectivités, il faut une prise de conscience au niveau politique, au niveau des élus, de l'élu en charge du numérique, et puis au niveau de la direction générale, et que ça ne soit pas cantonné dans un sous-service au troisième sous-sol qui s'occupe de, je sais pas, d'informatique ou de voilà. C'est vraiment une décision politique qui doit être déclinée ensuite au niveau d'une direction générale. Mais je pense que c'est le cas dans nombre de territoires, mais peut-être pas partout. Sur ce que disait Thierry, le partage de la valeur enfin, évidemment, tu as raison, Infranum s'est aussi saisi du sujet, et il y a eu plein d'abus, enfin, je ne vais pas les rappeler. Juste en étant peut-être pas totalement politiquement correct, et en prenant, alors pour le coup, pas la casquette SWP, mais la casquette Infranum, il y a quand même dans la filière, et on est quand même dans une période où tout n'est pas super rose, où, pour être vraiment un peu vulgaire, on s'en met pas plein les poches, et où il y a de vraies difficultés qui se concrétisent ou qui peuvent se concrétiser dans le futur par des défaillances d'entreprises, de l'emploi local au niveau des territoires, pour plein de raisons, notamment à cause de l'inflation, sur les équipements, sur l'inflation salariale, et de grosses difficultés pour répercuter l'inflation au niveau des contrats privés ou aussi des contrats publics. Donc ça, il ne faut quand même pas le mettre sous le tapis. On en parle dans tous les secteurs. Et dans le nôtre, on a tendance à dire, écoutez, vous avez signé, donc respectez votre contrat, que vous soyez privé ou public. Alors, je suis totalement d'accord. Bon, après, des fois, on signe parce qu'il faut quand même aussi gagner des affaires, et c'est important pour l'activité. Mais ça, c'est un vrai sujet qui a malheureusement, qui s'est déjà concrétisé par des défaillances d'entreprises, qui risque de se concrétiser encore plus tard par d'autres défaillances. Donc, il faut, par rapport juste aux collectivités, il faut un suivi, un contrôle, enfin, tout ce qu'on a dit, il faut des équipes très fortes qui fassent respecter de façon assez drastique les contrats. Il faut également, et c'est valable pour le privé, pour les opérateurs privés, il faut quand même aussi une écoute du donneur d'ordre, une certaine bienveillance, parce que sinon, je pense qu'on aura tous du mal à passer les mois à venir avec la fin quand même des déploiements, ce que disait Pierre-Gabriel, et trouver les relais de croissance. Il faut quand même garder ça en tête. Et pour l'instant, ce n'est pas complètement le cas, y compris dans le privé, où on avait des contrats assez léonins, avec des pénalités extrêmement fortes, où en gros la pénalité c'était 10 fois supérieure pour une réserve mineure à le revenu que vous pouviez avoir en faisant la tâche. Enfin bon, il y a pas mal d'exemples. Et dans le public aussi, il faut quand même cette bienveillance et cette écoute, tout en ayant donc ce contrôle fort. Mais voilà, il y a une discussion quand même à avoir, parce que l'inflation, on l'a subit tous, y compris dans la filière infrastructure numérique. Pas très rassurant ça, parce qu'on se dit, alors, on avait déjà un paquet de problèmes, et puis là, on s'en rajoute une couche en disant, on a l'économie qui va venir nous embêter un peu, c'est ça? Oui, c'est ça, mais vous le savez, ça a déjà été dit dans pas mal d'événements un peu comparables à celui-là, hein, de ce matin. Mais oui, il y a des contraintes sur la filière, il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de formation, mais il y a aussi un problème économique. En tout cas, pour certains acteurs, je ne dis pas que on ne va pas faire pleurer sur la filière, mais oui, pour certains acteurs, ce n'est pas complètement évident. Parce que aussi, c'est vrai qu'une grande force de travail a été mobilisée pour les déploiements. Donc les délais sont à peu près tenus, mais forcément, à partir de 2023, on ne va plus être à 5 millions de prises. Déjà, cette année, on est à 4 millions et quelques, mais on sera plutôt à 2. Et on sera peut-être à 1 million en 2025. Donc après, il y a la vie du réseau qui prendra le relais, mais ça sera quand même progressif. Donc oui, il y a ces contraintes. Alors, toujours pour être politiquement incorrect, on s'est tous un peu voilé la face. Je veux dire, les entreprises, les AMO,
les collectivités, l'État, tout le monde, dans les dernières années du plan. Les dernières DSP, si vous vous souvenez bien, la subvention, elle était très faible, voire nulle. Oui. Voire même la collectivité potentiellement gagnait de l'argent avec différents mécanismes. Tout le monde y a cru. Et je pense qu'on a bien fait. Il fallait y aller et ça donne de super résultats. On est à plus de 80% de couverture. On n'a plus que moins de 10 millions de prises à faire. L'Allemagne en a 32 millions à faire. Donc, c'est très bien. Mais n'empêche que ça a arrangé tout le monde, l'État, nous, les collectivités, mais c'est pas forcément évident. C'est pas forcément les entreprises. Bah, il y avait des fonds qui arrivaient, les taux d'intérêt étaient plus bas. Je veux dire, tout le monde y a trouvé son compte à un moment, mais il faut quand même ne pas totalement se voiler la face. On y a cru, tous les acteurs y ont cru. Enfin, savaient les difficultés, mais y ont cru, y compris les acteurs publics. Bon, maintenant, on est devant certaines difficultés. Voilà. Après, le discours est très positif hein, et je pense qu'on s'en sortira tous. Et juste d'ailleurs sur ce dernier point, on parlait tout à l'heure, encore une fois, pour passer un peu pour le sujet suivant, ça demandera à être d'autant plus vigilant pour la collectivité, on parlait de suivi de travaux, etc., sur la partie maintenance, s'assurer que les réinvestissements en termes de maintenance du réseau sont faits correctement. Voilà. Et comment on pourra s'assurer alors? C'est l'objet de la seconde table ronde. D'accord. Sinon, on peut rester, mais non, je voulais revenir encore une fois sur ces histoires de sous-traitance, sans focaliser dessus, mais ça amène quand même, parce qu'on parle c'est pour ça que je parlais de ça, de guide, etc. Si on prend l'exemple de l'accident qu'il y a pu y avoir dans le Cantal, hein, sur la partie électrique, voilà, les personnes Enedis, enfin d'ailleurs, on pourra demander à Emmanuel tout à l'heure, mais Enedis n'était même pas au courant, c'était un samedi, etc. Là, on peut faire tous les guides qu'on veut, en fait. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer que dans la chaîne, que les gens qui interviennent le fassent dans des bonnes conditions, y compris financières, quand même. Voilà. C'est pour ça que je parle de ça. Mais une bonne sachant qu'en fait, on a perdu tout un tas de. Comment on pourrait structures. éviter cette sous-traitance multiple? Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? C'est à partir du moment où il nous faut 10 000 personnes, il faut bien que quelqu'un les embauche, ces 10 000 personnes. Est-ce qu'une entreprise est prête à prendre ce challenge? Il y a peut-être d'autres paramètres qui amènent à ces situations-là. Oui, peut-être d'accepter d'aller un peu moins vite, par exemple. Peut-être aussi des marges financières, je ne sais pas. Enfin, s'il y a 6 ou 7 niveaux de sous-traitance, à un moment donné, voilà, le coût n'est peut-être pas le seul paramètre. Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter du coup, mais parce que, moi, sur la sous-traitance, malheureusement, c'est un fait et que tout le monde subit finalement, parce que c'est notre image, nous qui travaillons tous dans les télécoms aujourd'hui. Quand vous voyez, quand vous allez dans une communauté de communes et vous croisez un maire qui vous travaillez dans les télécoms à la fibre optique, et là tout de suite l'image c'est quoi? C'est le petit sous-traitant qui est venu raccorder et qui a fait un travail pas très folichon. Et du coup on a une image, nous on a aussi à défendre, parce que derrière on a des valeurs, ça fait des années qu'on porte ces projets également, hein. Et effectivement on le subit également. Mais c'est la filière télécom qui a une image à défendre. Vous savez qu'aujourd'hui, des gens qui veulent faire des télécoms, il y en a de moins en moins, hein. Les grandes écoles, aujourd'hui, elles sont obligées de faire des salons et tout pour expliquer ce que c'est. Le casque virtuel peut participer et expliquer aux gens, mais nos métiers, aujourd'hui, ont une très mauvaise image. Et il faut être clair, hein. Aujourd'hui, les gens en ont une assez mauvaise image. Le président du Credo qui n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais je pense quand même que l'image, on ne peut pas dire qu'elle soit parfaite. Donc, elle est améliorable, en tout cas même si elle est améliorable et il faut l'améliorer. Donc, je voudrais qu'on conclue cette table ronde. Maintenant, il nous reste à peu près 3 minutes et on va conclure sur des points positifs. Donc, si le délégant s'implique davantage à l'intérieur et qui contrôle au fur et à mesure, il s'évite beaucoup de problèmes à la fin. Et il faut, ça c'est un message à porter, mais qu'il soit en capacité de le faire en termes de ressources humaines. Voilà, c'est un petit peu ce qu'a dit Pierre-Michel tout à l'heure. Donc ça effectivement, c'est une bonne chose. Juste comme ça, une petite question, mais pour moi, est-ce qu'on a l'impression d'en faire assez au niveau des recettes ou est-ce qu'on pense qu'il faut en faire davantage? Ça, bien sûr, c'est pour Pierre-Gabriel.
J'en reviens à mes premiers propos. Vous avez des collectivités qui en font assez et d'autres qui en font, devrais-je dire pas du tout? Alors, comment on peut les convaincre, ces gens-là? Comment on peut les convaincre? Parce que, bon, il y a les fiches du Credo, on s'est dit, tiens, on va faire 4 pages sur la recette. Je crois qu'on en a fait 72. C'est difficile de nous arrêter. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense, pour certaines, si elles n'ont pas compris, elles vont comprendre maintenant. En fait, parce que là, il y a le retour de bâton qui est en train d'arriver. C'est le projet départemental, les usagers qui appellent le maire, qui le maire appelle les services, et là, ils vont devoir monter un centre d'appel. Et je pense que là, ils vont comprendre pourquoi ils auraient dû faire des recettes. Voilà. Et il va falloir aussi, donc, au niveau environnemental, qu'on intègre, parce que je vois, selon tous les gens qui en parlaient, ils ont eu la tête dans le guidon jusqu'à maintenant. Ce n'était pas un sujet, mais ils ont tous conscience que ce sujet va arriver et qu'il va falloir faire des choses. Encore faut-il qu'il y ait du temps machine pour ça, en fait. Voilà. C'est-à-dire que tout le temps qu'on va gagner pour traiter les problèmes, ce sera du temps qui pourra être mis pour faire autre chose, quoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je reviens sur la partie audit, on va en reparler tout à l'heure, c'est à l'occasion de travaux, d'extensions, où on va se rendre compte que tiens, le réseau, il passe pas là, en fait, il passe là. Voilà. Ah mince, bon, on va faire un audit. Et puis c'est ça qui va enclencher sans doute des questions, dire tiens, on va peut-être généraliser pour faire... D'où, ça c'est à base des réflexions de quelques-uns, il y a 1 an et demi ou 2 ans, sur ces audits, d'où le fait de soigner cette partie-là. Voilà. Et je pousserais même un petit peu plus loin sur le fait de dire comment on pourra, mais ça c'est une autre question un peu personnelle, retraiter les informations qui seront issues de ces audits. Mais ça c'est l'objet de l'autre table ronde. Alors je vous remercie beaucoup tous. Pardon ? La réunion, je ne sais pas s'ils peuvent parler à distance. Est-ce que ça marche mieux? Est-ce que vous m'entendez? De ce côté-là, je remercie en tout cas tous les participants, y compris ceux à distance, de s'être pliés en fait à des façons de travailler qui n'étaient pas prévues, mais bon, il fallait faire en sorte. On y est arrivé. Je crois que la table ronde a été de qualité, que les messages sont passés, et j'espère effectivement que ça va servir. Voilà. Je me tourne vers Aymeric qui va nous raconter un peu comment les auditeurs ont perçu nos discours. Alors, avant de résumer les questions, je relaye des commentaires qui ont été faits par Denis sur les dernières interventions. Et la première, donc, d'accord avec Pierre Michel. Le maître d'ouvrage doit parfois être capable d'entendre les difficultés rencontrées par les entreprises et être pragmatique pour éviter les situations de blocage. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi pas mal. Le deuxième sujet, éviter la sous-traitance est difficile, pour revenir sur cette cascade, sur cette chaîne. Mais envoyer un CSPS sur les chantiers pour vérifier que les règles de sécurité sont respectées, ça, c'est possible. Voilà, donc ça, c'était les deux remarques, les deux relais que je peux faire. Alors, il y a une question un peu, on va essayer de prendre un peu de hauteur. Il y a des points, des questions sur lesquels, en fait, vous avez répondu au fur et à mesure. Je note quand même pour montrer ce à quoi les personnes qui étaient à distance s'intéressaient. La multiplication des intervenants et des responsabilisants, de fait. L'accès aux entreprises en mode concessif pour un SMO est compliqué, et donc comment s'assurer par relais comme ça du contrôle des pénalités, etc. Au-delà de ça, il y a une question un peu macro sur, il y a des endroits où ça se passe bien, il y a des endroits où ça se passe moins bien. Et au-delà du bien ou moins bien, il y a des endroits où c'est lent. Et donc, c'est comment expliquer, il y a quelques projets qui ont été cités, comment expliquer que certains projets d'ampleur avancent si lentement. Les projets qui ont été cités, Bretagne, Aquitaine, BFC, est-ce la taille du projet? Est-ce que c'est le choix de l'opérateur d'infrastructure? Est-ce que c'est le montage juridique? Vaste question. Alors, Bretagne, BFC et Aquitaine. Alors, je crois qu'on n'y travaille pas. Donc... Non, mais alors, pour le coup, tous les montages sont bons, si on met les moyens derrière et tout ça. Enfin, moi, j'ai aucun problème sur ça. Après, bon, il y a l'historique, il y a le contexte, il y a tout ce qu'on veut. Je pense quand même que... Enfin, je vais vous dire quelque chose que je ne devrais pas dire, mais bon, je vous le dis.
Je pense quand même qu'il faut éviter que la technostructure se penche trop sur ces sujets, qu'on essaie d'inventer des usines à gaz, pour être très simple. Donc, moi, j'avoue que le montage en cascade où il y a une collectivité, je me permets, hein, on est jeudi, bon, c'est presque la fin de la semaine, où il y a une collectivité, derrière, il y a une SPL et derrière, il y a une DSP. Moi, je ne suis pas super chaud, mais bon, c'est personnel. Hein. Parce que moi, j'atteins ma limite de compétence en la matière. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aime bien des choses un peu plus simples, le crème, la DSP d'affermage, la DSP concessive, j'en ai parlé. C'est vrai que c'est un montage quand même assez efficace, mais qui pose aussi des soucis. Après, là, pour le coup, ça rejoint votre question du tout début, sur les montages. Moi, je ne suis pas pour les usines à gaz. Voilà. Et dans certains cas, ce n'est pas le cas sur la Bretagne, mais là, dans certains dossiers qui ont été cités, pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Voilà. Et donc, ça génère ce n'est pas forcément dramatique. Hein. Il y aura des mois ou peut-être quelques années de retard. Peut-être que le réseau sera super bien construit et ça sera génial. Il n'y aura pas les problèmes de stock, de tout ce que vous voulez. Mais en termes de délai, oui, c'est sans doute moins efficace. En termes de coût, je ne sais pas. Il faut regarder. À mon avis, ce n'est pas totalement neutre financièrement non plus. Mais en termes de délai, oui, c'est compliqué au niveau juridique, pour plein de points que je ne maîtrise pas, hein, j'avoue. Mais c'est trop compliqué. Vous avez des montages qui existent depuis 50 ans, des DSP d'électricité, avec de la concession, avec de l'affermage, des réseaux d'eau, des autoroutes, tout ce que vous voulez. Ça marche, hein. Donc autant les utiliser. Ou comme la Réunion, on a un crème, on travaille en régie, on a un réseau qui n'est pas trop gros et qu'on maîtrise à fond. Voilà. Mais moi, rajouter des étages, je suis pas pour. À part se faire plaisir côté conseil, c'est vrai que intellectuellement, c'est intéressant. Mais voilà. Peut-être juste, je modérerai un petit peu quand même, parce que voilà, les 3 projets qui ont été cités, je veux dire, ce sont des formidables projets. Enfin, en termes de nombre de prises, quand même, il faut regarder ce que ça représente. Enfin, donc là, oui, le crème, la Réunion, c'est 25 000 prises, mais NATHD, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de quand même émégaliste. C'est un nombre de prises très énorme, quoi. Donc, après, lent, faudra, enfin, voilà, je ne sais pas trop comment interpréter tout ça, quoi. Voilà, c'est très complexe à faire. Ça implique plusieurs départements, plusieurs couches de collectivités. Il faut temporiser. Encore une fois, c'est difficile d'intervenir là sur le fait de dire c'est lent, mais peut-être que du coup, peut-être le retard, je ne sais pas trop le qualifier, hein, mais c'est du temps gagné pour après. Voilà, hein, encore une fois. Donc, c'est très prudent quand même, encore une fois, sur ça, parce que finalement, je pense à NATHD, il y a des réflexions quand même sur l'après, sur la phase d'exploitation, etc. Et il vaut mieux peut-être prendre son temps, et ce n'est pas le cas d'ailleurs, hein, quand je dis ça, d'ailleurs, je n'aime pas trop, mais voilà, pour comment dire, faire en sorte d'avoir quelque chose, d'une exploitation qui soit, comment dire, à la hauteur, encore une fois. Une dernière question qui va être en fait assez prospective pour la deuxième table ronde. Quid des sujets, et en fait ça va amener vers les schémas de résilience, quid des sujets environnementaux, cybersécurité, etc. En fait, est-ce qu'ils ont été, entre guillemets, suffisamment appréhendés dans cette première phase, ou est-ce qu'ils sont prévus plutôt pour la phase d'après, notamment sur l'exploitation et la résilience des réseaux? C'est presque philosophique. Hein. Peut-être juste un point, Aymeric, sur ce sujet, que tu connais bien. Non, je pense que c'est quand même relativement nouveau. Ça n'a pas forcément été appréhendé, même si ça aurait dû. Mais effectivement, maintenant, on voit toutes les problématiques d'exploitation, de qualité, les problèmes aussi, même si ça concerne peut-être un niveau un peu au-dessus les infrastructures, les problèmes de cybersécurité. Donc, il y a énormément de sujets. Je ne vais pas vous reparler des incendies en Gironde, par exemple, de cet été, ou des aléas climatiques dans les Alpes-Maritimes il y a 2 ou 3 ans, qui feront que lorsque vous avez quelques abonnés, bon, à la limite, voilà, mais là, on n'aura plus qu'un seul réseau et tout le monde dessus, ce que rappelait Richard Topper. Donc oui, il va falloir travailler sur ça. Donc Infranum là, pour le coup, on était intervenu, avait commencé dans l'observatoire de l'année dernière avec la VICA et la Banque des Territoires et Infranum à travailler sur la résilience, de voir, ne serait-ce que sur la partie enfouissement d'une partie du réseau aérien, sur des liens de collecte, des liens de transport, sur des zones à risque. Qu'est-ce que ça pouvait représenter? On avait chiffré, on a sorti un chiffre autour de d'1 milliard d'euros d'investissement par an.
Donc, c'est évidemment important, ce n'est pas forcément prévu. Il y a la loi qui a évolué, il y a la loi climat et résilience, je crois, de 2021, il y a le décret de 2022 sur le lancement et l'obligation pour les exploitants d'infrastructures essentielles dans les zones à aléas climatiques de lancer des schémas directeurs de résilience. Donc là, c'est un vrai sujet sur lesquels on travaille ensemble et avec des collectivités sur lesquelles il faut effectivement se positionner. Et ce sujet-là n'était pas forcément anticipé il y a 4 ou 5 ans. Donc après, derrière, il y a des solutions qui ont été envisagées, des fonds de péréquation, par exemple. Il y a ton président, là, qui a essayé de faire passer un amendement, je crois, avec une taxe pour justement alimenter un fonds, pour être une sorte de fonds de résilience, en particulier, pour traiter ces sujets. Mais bon, pour l'instant, c'est pas mûr encore. Donc, il faut y travailler. Et comme le rappelle régulièrement Antoine Darod aussi, c'est le plan France Très Haut Débit a souhaité aller vite. Et donc, on s'est organisé pour aller vite. Et de fait, il va falloir maintenant qu'on rende le réseau plus résilient, mais on a ce qu'on avait prévu d'avoir. Je le cite. Peut-être pour ajouter, encore une fois, il y a des schémas de résilience, hein, donc ça, il y a des choses en cours. Juste pour ajouter, je reviens à la qualité des travaux, de réalisation, mais c'est un premier point de résilience, en fait. Voilà. Si on a des choses de qualité, c'est un premier point. Et si on a une maintenance correcte, etc., de même. Très bien. Est-ce que... Je peux peut-être juste, Richard Topper, oui, dire un mot, parce que justement, à ça que sert le credo. Parce que je crois qu'en effet, quand on manie beaucoup de concepts, là, j'entends Émeric parler de cybersécurité, de sujets comme ça, on parle et je crois que justement, le rôle du credo, ça va être de structurer un peu mieux toutes ces demandes et passer, si je peux me permettre, de l'émotion à la raison. Et en tout cas, je voudrais remercier tous les intervenants qui ont bien intéressé et qui ont fait progresser, je pense, le sujet. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de prendre 10 minutes de pause bien méritée. Oui, bien sûr, sans oublier de remercier nos intervenants.